Le silence d'un champ de canne peut-il porter une tempête plus tranchante que le tonnerre? Le froissement des tiges de sucre peut-il cacher les battements d'un cœur qui attend, comptant chaque coup de fouet comme un chiffre, chaque cicatrice comme une ligne dans un livre qu'aucun maître ne lira jamais? Et une hache, simple, de bois, lourde, peut-elle devenir plus qu'un outil pour fendre la canne, un jugement qui attend dans l'obscurité? Louisiane, 1829. Une terre où l'air lui-même était épais de sueur et de fumée, où les voix des asservis étaient écrasées jusqu'à devenir des chuchotements, jusqu'à ce que même les chuchotements se brisent en silence. Mais le silence ne meurt pas, il se fait des dents, et une nuit, dans les champs où le sucre saignait blanc, le silence parlerait enfin. Avant d'ouvrir ce registre hanté, arrêtez-vous ici. De Wendys. Admerdius de Wendys, si vous voulez suivre des histoires vraies qui défient le temps et révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer de nos enquêtes. Car ceci n'est pas simplement l'histoire, c'est la mémoire affûtée, portée dans le silence, tapie dans l'ombre. Et ce soir, nous retournons dans les champs de canne de Louisiane, là où le silence devint une hache. La Louisiane, en 1829, ne respirait pas, elle suintait. Les champs de canne s'étendaient comme une mer verte, sans fin et tranchante, leurs lames chuchotant quand le vent passait à travers, ciselant l'air d'une son qui était plus sifflement que soupir. Chaque matin, avant le lever du soleil, les asservis entraient dans cet océan de canne, machette en main et silence en bouche. Les maisons gémissaient. Les planches gonflaient sous l'humidité de l'air des bayous. Les parquets se souvenaient de pas plus lourds qu'ils n'avaient été construits pour porter. Des lanternes se balançaient la nuit, leur lueur pâle accrochant les bords de chênes rouillés, de crocs de fer terne et de barils marqués de la poudre pâle du sucre. Même le silence semblait lester ici, tendu sur la terre comme un drap qui ne se soulevait jamais. Les saisons passaient, mais elles ne changeaient pas. La chaleur ne se rafraîchissait pas, et même l'hiver avait goût de cendre. Les cigales hurlaient si fort qu'elles faisaient trembler l'air lui-même. Mais sous leur vacarme, les voix humaines restaient calmes. Chaque rire, chaque mot était mesuré. Parler trop librement, c'était attirer l'attention, et l'attention était un couteau. Le fouet du contremaître claquait plus fort que le tonnerre. Ce n'était pas seulement un son, mais un rituel. Chaque claquement divisait le temps. Avant, après, encore. Le coup de fouet faisait l'horloge, et chaque dos qu'il frappait était une autre page d'un livre non écrit. Et pourtant, les gens survivaient. Ils trouvaient des façons d'enterrer leur chagrin sous des chants de travail murmurés. Leurs notes portaient seulement jusqu'aux oreilles qui devaient les entendre. Ils fredonnaient en coupant la canne, chaque rythme tel un battement de cœur contre le silence. Dans la grande maison, la vie se bâtissait sur le sucre. La famille du maître en buvait dans son thé, les enfants le léchaient à même leurs doigts collants, et les invités louaient la douceur, sans jamais penser à la sueur et au sang qui l'alimentaient. La maison sentait la mélasse et l'encaustique, la fumée enroulée de cigares importés, des portraits regardaient du haut des murs, des visages peints à l'huile, des yeux glacés, comme s'ils se moquaient des vivants. Mais derrière ces murs, dans la cuisine, un autre feu brûlait. Les marmites s'entrechoquaient, le bouillaient, et des femmes asservies remuaient des ragoûts avec des bras marqués par des années de trop lourdes charges. Les enfants allaient chercher du bois, leurs petits corps ployés sous des fagots plus gros que leur poitrine. Chaque tâche était sans fin, chaque jour une répétition. Et pourtant la vie ne disparaissait pas, elle tenait. Des hommes sculptaient de minuscules gris-gris dans des tiges de canne et les gardaient cachés dans les sols de terre battue. Des femmes tressaient les cheveux de leurs enfants de motifs qui murmuraient des lieux de l'autre côté de l'océan qu'elles n'avaient jamais vus, mais dont elles se souvenaient encore. Des chansons flottaient comme la fumée, faible mais vivante. La nuit, les cases exhalaient un lourd silence. Les corps gisaient sur des paillasses, la sueur s'accumulant, le souffle court. La lune s'y filtrait par les fentes des planches, dessinant au sol des motifs comme des barreaux fantomatiques d'une cage. Les rats trottinaient, les bébés gémissaient. Parfois une prière montait dans l'obscurité, à demi dite, tremblante, demandant la délivrance, demandant une aube qui ne venait pas. Les tiges de canne ne cessaient jamais de chuchoter.
Quand le vent soufflait, on aurait dit des voix qui se querellent au loin, mais les mots demeuraient insaisissables. Certains disaient que c'étaient les ancêtres qui parlaient, toujours en attente, toujours en veille. D'autres disaient que ce n'était que le vent. Mais tous savaient que le silence avait du poids, que le silence était vivant. Le rythme de la plantation s'était gravé dans l'os. L'aube signifiait des chaînes qui se déroulent, des lignes de travail qui se forment, des outils qu'on soulève, de la sueur qui tombe comme la pluie. Midi signifiait l'épuisement et la poussière collée dans chaque pli de peau. Le soir signifiait une cloche, et pourtant pas de repos, car les corvées s'étiraient jusqu'à la nuit, et à chaque heure le silence appuyait comme une main sur la gorge. Mais le silence est une chose dangereuse. Il écoute, il se souvient, il ne meurt pas quand on l'écrase, il s'affûte, attendant le moment juste pour être tiré du fourreau. Et parmi les asservis, un homme, son nom chuchoté bas, jamais écrit, apprenait à faire du silence quelque chose de plus lourd que l'acier. Dans les champs, il travaillait comme les autres, mais ses yeux ne s'égaraient pas, il comptait. Chaque coup de fouet qui tombait, chaque insulte lancée, chaque cicatrice gravée dans la chair, il les conservait. Chacune n'était pas oubliée, mais rangée avec soin dans un registre invisible, un livre qu'aucun contremaître ne pouvait lire, mais qu'il gardait tout près. La nuit, quand les autres s'endormaient d'épuisement, il écoutait le craquement des poutres de la maison, le raclement de bottes sur la terre tassée, le bruit des clés tournant dans les serrures. Il apprit la cadence de la plantation comme on apprend un cantique, non avec joie, mais avec une patience qui brûle. La hache était appuyée contre le mur d'une abri, sa lame émoussée par des années de canne. Pour la plupart, ce n'était qu'un outil de plus. Mais pour lui, c'était autre chose. Il voyait son poids, son tranchant, son silence. Il voyait le jugement en attente dans sa forme. Les champs de canne soupiraient dans le vent, portant des secrets dans leurs lames vertes. Les étoiles au-dessus regardaient, froides et sans fin, leur lumière tombant sur des dos courbés au travail. L'histoire elle-même semblait retenir son souffle. Louisiane, 1829. Un monde de sucre et de silence, de maisons qui gémissent et de chants qui chuchotent. Et quelque part en son sein, un homme ne sculptait pas le bois, ni la canne, mais la patience elle-même, façonnant le silence en arme, préparant une page de son registre qui, un jour, se fermerait avec une hache. Son nom n'était écrit dans aucun livre tenu par le maître. Dans les registres de la plantation, il n'était qu'un signe, un chiffre, une ligne où le profit du sucre se mesurait encore plutôt qu'un pièce. Mais en lui, il portait un autre livre, que nul contremaître ne pouvait voir, que le silence gardait intact. Chaque cicatrice était une ligne dans ce registre. La première, en travers du dos, lui brûla la peau alors qu'il n'avait pas 15 ans. Il se souvenait non seulement du coup, mais du son qui suivit. Le silence des autres forçait de détourner les yeux, la manière dont leur gorge retenait leurs cris, comme si leurs voix pouvaient elles aussi être fouettées. Le rire du contremaître grava plus profond que le coup. Il l'inscrivit dans le registre. Une autre marque, plus haut sur l'épaule, vint pour s'être arrêtée trop longtemps dans la canne, son corps s'écroulant sous une chaleur plus lourde que des chaînes. Pour cela, il reçut 10 coups de fouet. Il les compta avec soin, chacun une encoche dans le silence, 10 entrées, 10 dettes. Il avait appris à peu parler. Les mots pouvaient trahir, les mots pouvaient coûter une vie. Alors il n'en donnait pas. Le silence devint sa garde, son armure. Quand l'insulte arrivait, garçon, chien, brute, il inclinait la tête, mais au-dedans il l'écrivait. Chaque humiliation devenait une phrase du registre. La patience aiguisait la plume, la mémoire ancre la page. Sa famille, elle aussi, était des entrées. Sa femme lui avait jadis tressé les cheveux le soir, ses doigts doux quand le monde ne l'était pas. Mais on l'avait vendu 2 hivers plus tôt. Il se souvenait encore de son dernier regard, un silence si profond qu'il l'évida. Il l'écrivit. Son absence vivait dans le registre, plus lourde que les cicatrices. Son enfant, à peine marchant, fut emporté avec elle. Il n'entendit jamais le garçon pleurer, ne le vit jamais tendre les bras. Le silence de cette absence était pire que n'importe quel fouet. Il l'écrivit, et la page saigna de vide. Chaque nuit,
Quand les autres fermaient les yeux, il regardait en haut, à travers les fentes du toit, scrutant les étoiles. Elles scintillaient comme des pointes de clous. Il pensait au livre qu'il tenait en silence. Les étoiles semblaient acquiescer, comme si elles aussi tenaient à compte. La cruauté du maître était routine, presque négligente. Un coup de pied en passant, une gifle quand les yeux ne tombaient pas assez vite. Cela aussi s'écrivait. La voix du maître, lisse devant les invités, tournait au venin quand seuls les asservis entendaient. Ce venin, ce double visage s'ancrèrent dans sa mémoire. Et puis il y avait le contremaître, un homme dont le fouet claquait non seulement contre les dos, mais contre l'air lui-même, comme s'il aimait le son plus encore que la douleur infligée. Ses bottes écrasaient les tiges de canne dans la boue comme des os brisés sous le pied. Son rire, aigu, cruel, acéré, était le pire. Chaque coup, chaque insulte, chaque rire était une entrée. Le registre s'épaississait. Il ne montrait pas la colère au dehors. Son visage était de pierre, son corps courbé au travail comme les autres. Mais au-dedans, le silence brûlait. Il attendait. Il apprit le poids de l'attente. Il comprit que la patience n'était pas la reddition, c'était l'aiguisage. Chaque jour sans délivrance était une pierre à aiguiser passée sur la lame de son silence. Quand les nuits venaient, il ne dormait pas. Il écoutait les mouvements du contremaître dans sa case, le son des chaînes enroulées contre un mur, le halètement des chiens, les laisses qui tintent. Il écrivit tout cela. Non sur papier. Le papier peut brûler, se déchirer, se voler, mais dans le silence, où nulle main ne pouvait atteindre. Il se souvenait de son père aussi, un homme qui un jour lui chuchota que chaque homme porte deux registres, celui que tient le maître et celui qu'il tient lui-même. Le registre du maître mesure le profit, celui de l'esclave mesure la douleur, et un jour, dit-il, la dette exigera paiement. Son père était mort à présent, enterré sous la terre des Cannes, mais les mots restaient. Ils furent écrits dans le silence, au tout début du livre. Le silence était son compagnon constant. Il marchait avec lui dans les champs, s'asseyait à côté du feu, se couchait avec lui la nuit. Le silence n'était pas vide, il était plein, lourd, en attente. D'autres le prenaient pour la soumission, mais le silence était son arme. Dans le silence, il se souvenait, dans le silence, il mesurait. La hache avait accroché son regard depuis longtemps, non pour son poids ni pour son tranchant, mais pour son son quand elle frappait le bois. Elle ne claquait pas comme un fouet, ne bourdonnait pas comme une machette. Elle chantait une note plus grave, finale, comme si la terre elle-même tremblait quand la lame s'enfonçait. Ce son, il le garda près de lui. Un jour, pensa-t-il, le silence céderait la place à ce son. Le registre s'épaississait. Chaque coup de fouet, chaque souffle volé, chaque visage de parent disparu, chaque humiliation, chaque rire, chaque insulte que l'on croyait dissipée dans l'air, tout écrit, tout retenu. Et pourtant il attendait, car la vengeance qui vient trop tôt meurt trop vite. Mais la vengeance qui attend prend racine, devient un arbre dont les branches atteignent le ciel et la terre, tout ensemble. En 1829, le registre était assez plein pour l'écraser. Et cependant il le portait, page après page, dette après dette. Juste à ce qu'une nuit, regardant fixement l'obscurité, entendant la canne siffler dans le vent comme 1000 chuchotements, il sut que le registre ne pouvait rester inachevé. Le silence s'était assez affûté. Il était temps que le silence parle. La décision ne vint pas avec le tonnerre. Elle n'arriva pas sous la forme d'un cri ou d'un hurlement. Elle vint en silence. Une nuit, allongé sous le toit qui fuyait des cases, il comprit que son registre était plein. Les pages écrites en cicatrices et en absence ne pouvaient porter une ligne de plus. Quelque chose devait fermer le livre. Quelque chose devait équilibrer la dette. Il se leva dans l'obscurité. Les autres dormaient en tas inquiets, leur respiration déchirée par l'épuisement. Dehors, les champs de canne soupiraient, leurs murmures montant avec le vent. Il entra dans ce souffle de nuit et sentit la terre dure sous ses pieds nus. La lune couvrait les champs comme un linceul. La plantation dormait dans l'arrogance. La grande maison se dressait sous les étoiles, lanterne ternie, fenêtre close. À l'intérieur, le maître rêvait de profit, le contremaître de pouvoir. Les chiens gisaient enchaînés, leur poitrine se soulevant et s'abaissant. Pour une fois,
Tout était immobile. Et dans cette immobilité, il commença à planifier. La hache. Elle reposait dans le hangar à outils, son manche de bois poli lisse par des années de sueur. Pour d'autres, ce n'était rien de plus qu'un instrument pour la canne. Mais il avait écouté sa chanson dans le silence, la note grave, finale, de sa lame fendant le bois. Ce son était devenu une promesse. À présent, la promesse serait tenue. Mais une hache seule ne suffisait pas. La vengeance exigeait patience, rituel, préparation. Il se mit à rassembler. D'abord les chaînes, rouillées, lourdes, enroulées dans les coins où elles avaient tenu des hommes avant lui. Il les toucha et sentit leur froid s'infiltrer dans sa peau. Les chaînes qui jadis avaient brisé son corps lieraient désormais un autre. Il les prit morceau par morceau, les cachant sous les lames du plancher du hangar, sous la paille, dans des ombres où aucun œil blanc ne regardait. Puis les couteaux, non pas l'argenterie fine de la table du maître, mais des lames de cuisine émoussées par l'os et la viande. Il les affûta en secret, faisant glisser la pierre sur le fil, écoutant le sifflement comme un murmure répondant à son silence. Non pour frapper, mais pour se rappeler que chaque outil a un poids, que chaque outil peut devenir jugement. Le feu vint ensuite, non des flammes encore, mais le savoir. Il apprit la manière des lampes à huile, comment une étincelle pouvait bondir au rideau, au bois, à la nuit elle-même. Il observait où les domestiques gardaient l'huile, comment on remplissait les lanternes, combien il était facile d'en renverser. Le feu était patient lui aussi. Le feu dormait jusqu'à ce qu'on le réveille. Même l'aiguille et le fil portaient un sens. Sa mère accommodait autrefois les vêtements d'une main silencieuse. Maintenant, il prenait une aiguille quand il le pouvait, enroulait le fil autour, la cachait comme une relique. Pour lui, l'aiguille n'était pas une arme, mais un symbole, le liage du silence, la couture de la douleur dans la mémoire. Un jour, pensait-il, le silence ne recoudrait plus les plaies, mais les ouvrirait grandes. Chaque geste était un rituel, chaque collecte d'objets, chaque dissimulation, chaque lame aiguisée était une prière, non pas à Dieu, mais à la justice. Dans le silence, il se préparait. Il observa le contremaître, comptant ses pas, ses habitudes, quand il buvait, quand il riait, quand ses bottes frappaient le plancher. Il nota comment l'homme revenait des champs au crépuscule, le fouet lâche, l'arrogance coulant de chaque geste. Il l'écrivit dans sa mémoire, une autre entrée du registre, glissant désormais du passé au futur. Il étudia la maison, quelles fenêtres on fermait d'abord, quelles lanternes on éteignait en dernier. Il mémorisa les plaintes des parquets, le grincement des escaliers, le son des serrures. Le silence le rendait invisible, le silence lui apprit la langue du bois et du fer. Les champs parlaient aussi. Les tiges de canne chuchotaient des cachettes, des sentiers où le vent noyait le son. Les marais au-delà murmuraient des promesses d'échapper, leurs eaux épaisses, leurs ombres larges. Il les parcourut en pensée, son silence cartographiant toutes les manières dont la nuit pouvait s'ouvrir. La patience était tout. Frapper trop tôt, c'était mourir sans sens. Attendre, c'était aiguiser. Chaque nuit, il revenait à sa paillasse, les yeux ouverts, le registre lourd. La hache dormait, les chaînes s'enroulaient, le feu attendait. Et pourtant, le jour, il travaillait, sa sueur tombant dans la terre des cannes. Son silence demeurait ferme, ses yeux baissés. Nul ne vit le feu dessous. Nul ne remarqua le poids du registre pressant vers sa dernière page. Le contremaître se moquait de son silence, l'appelait « chien muet, face de pierre, ombre ». Chaque insulte écrite, chaque mot un clou de plus enfoncé dans le livre. Il s'inclinait, comme toujours, mais le silence s'inclinait plus bas, aspirant l'air, attendant l'heure d'exhaler. Il se souvenait de l'absence de sa femme, du cri disparu de son enfant, des paroles de son père, tout écrit, toute dette. Il ne crierait pas quand l'heure viendrait. Il n'appellerait pas vengeance. Le silence lui-même se lèverait, et le silence tuerait. La nuit se rapprochait. Le registre, désormais insupportablement plein, appuyait contre lui comme des chaînes plus lourdes que tout fer. Il le sentait dans sa poitrine, dans ses os. La hache l'appelait, non par un son, mais par un silence. Une traction,
un poids, une promesse. Alors, il se tint prêt, les chaînes cachées, la hache affûtée, les chemins mémorisés, le silence poli en l'âme. Rien dans la maison, rien dans les champs, rien au monde ne marquait la nuit précédente comme différente. Et pourtant tout était différent. Car le registre avait atteint sa fin, et le silence était prêt à parler. La nuit ne rugit pas. Elle chuchota. Les champs de canne ondulaient comme de l'eau noire sous la lune, chaque tige fléchissant au vent, chaque lame frôlant une autre comme des voix qui murmuraient dans l'obscurité. Les cases demeuraient muettes, des corps étendus et tirés par l'épuisement, les rêves lourds de chaînes. Les chiens bougèrent dans leur sommeil, leurs museaux tressaillant contre l'air humide. La maison, fière le jour, se voûtait à présent dans l'ombre. Ses volets clos, ses murs gémissant comme si quelque chose à l'intérieur pressait pour sortir. Il se leva sans bruit. Ses pieds touchèrent la terre douce comme de la cendre. Au-dessus, les étoiles brûlaient froides, juge lointain qui ne parlerait pas, mais regarderait. Dans ses mains, la hache, non levée, pas encore. Sa lame accrocha un fil de lune, et pour la première fois, elle sembla respirer. Il suivit le chemin qu'il avait mémorisé, là où le vent emportait le bruit du sifflement des cannes, noyant ses pas. Le silence le couvrait comme un manteau. Il passa devant le hangar, devant les chaînes enroulées cachées sous la paille, devant les chiens qui remuèrent sans se réveiller. Même les insectes se turent, leur cœur sans fin se brisant, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. La case du contremaître venait d'abord. Une seule lanterne vacillait bas, sa flamme palpitant comme un cœur près de mourir. À l'intérieur, l'homme dormait lourdement, ses bottes jetées près du lit, le fouet enroulé comme un serpent au repos. Sa bouche béait d'arrogance jusque dans le sommeil. Des années durant, cette bouche avait ri au claquement du fouet. Des années durant, elle avait craché l'insulte comme du poison. Cette nuit, elle ne s'ouvrirait plus. Il entra. Le plancher gémit une fois, doux comme un soupir. Son silence appuya plus fort. La hache se leva. Le temps ralentit. L'air s'épaissit, jusqu'à faire du souffle un ver brisé dans la poitrine. La lame s'abattit. Le premier coup ne sonna pas comme le bois. Il sonna comme un jugement, comme le silence rendu audible. Le corps du contremaître sursauta, un cri étranglé montant mais coupé court. La flamme de la lanterne trembla, puis se figea, comme pour voir. Un autre coup, un autre, chacun plus lent, plus lourd, la hache chantant sa note grave et finale. Le sang assombrit les planches, et le silence, longtemps contenu, rugit au-dedans. Il s'arrêta. Le registre en lui tourna sa page. La dette du contremaître était soldée. Le fouet s'enroulait inutile, les bottes vides. Il laissa le corps où il était tombé, ni caché, ni déguisé. Le jugement n'avait pas à se dissimuler. La grande maison se dressait devant, ses fenêtres comme des yeux aveugles. Il marcha vers elle, la hache goûtant, le silence en tête. Chaque pas frappait le sol comme un battement de tambour, bien qu'aucun son ne s'élevât. À l'intérieur, la famille dormait, sucrée de douceur, ignorante. Mais la maison savait. Ses poutres grinçaient, ses volets claquaient faiblement alors qu'aucun vent ne les touchait. Il entra par l'arrière, où les cuisines sentaient encore faiblement le ragoût et la fumée. Les marmites pendaient lourdes, leurs ombres étirées sur les murs. Les couteaux luisaient dans la faible lueur. Les pièces semblaient vivantes, comme si les murs eux-mêmes se rétractaient devant ce qui arrivait. Le maître gisait à l'étage, sous des couettes épaisses de coton. Sa femme à ses côtés, leurs enfants dans des chambres proches. L'air de richesse était partout. Miroirs, bois polis, portraits qui fixent. Les visages peints semblaient bouger à son passage, leurs yeux suivants, creux de peur ou de fascination. Les escaliers pleurèrent sous ses pas, chaque grincement tel un avertissement, chaque son avalé par le poids du silence. En haut, le couloir s'étirait, bordé de portes. Il alla vers celle du maître. La hache semblait plus lourde, non de fatigue. Elle portait le poids de chaque entrée du registre, de chaque fouet, de chaque absence. Cette nuit, le livre se fermerait. Il poussa la porte. Elle s'ouvrit dans un souffle. Dedans, le maître remua, son haleine chargée de vin, ses rêves pleins de profit. Un instant, le silence faillit céder aux mots. Des années de rage pressaient contre sa gorge. Mais il ne parla pas. Le silence était plus fort.
le silence délivrerait. La hache se leva encore et retomba. Les yeux du maître s'ouvrirent trop tard. Son cri ne se forma jamais tout à fait. La lame chanta, plus grave que n'importe quel hymne, finale comme une cloche sonnant minuit. Le sang imbiba les couettes, le coton, la richesse taillée dans le dos des hommes. L'épouse hurla, un son strident, incompréhensif. Il se tourna, et le silence avala son cri. Un coup, deux. Le cadre du lit gémit, comme du bois sous tempête. Les enfants bougèrent, leurs yeux grands de terreur. Il se figea, haleine lourde. Le registre en lui trembla. Leurs visages étaient des pages blanches, pas encore écrites. Il recula, la hache dégoûtant. Il les laissa au silence. Sa vengeance n'était pas la leur à hériter. Il se tourna vers les rideaux. La lanterne dans sa main bascula. L'huile se répandit. Les flammes rampèrent, avides, rapides. Le feu bondit au bois, au tissu, aux portraits dont les yeux peints fondirent dans une lueur orange. La maison cria. Ses poutres craquèrent, ses fenêtres éclatèrent, ses murs exhalèrent la fumée comme si des siècles de silence brûlaient enfin libérés. Il sortit alors que la maison prenait. Derrière lui, des cris s'élevèrent, la panique courut, les chiens aboyèrent, les chênes tinrent, des voix hurlèrent d'incrédulité. Mais nul n'osa le poursuivre dans la canne. Les champs s'ouvrirent comme une mer, l'engloutissant tout entier. Les tiges sifflaient plus fort maintenant, leurs murmures comme des acclamations, comme un deuil, comme 1000 ancêtres chantant à travers les lames vertes. La hache dégoulinait encore, sa chanson inachevée. Le silence le suivait, et le feu peignit le ciel nocturne, rougissant les champs de canne. Le jugement avait été prononcé. Et pourtant, au matin, nul ne le trouverait. On trouverait le corps du contremaître, les restes brûlés du maître, la maison calcinée jusqu'au squelette. On chuchoterait, on écrirait des rumeurs. Mais son silence vivrait, plus lourd que la vérité. Le registre était fermé, mais le silence n'en avait pas fini. Le matin se leva inquiet. La rosée luisait sur les champs de canne, mais leurs chuchotis habituels sonnaient plus âpres, comme s'ils avaient vu quelque chose qu'on ne pouvait cacher. La fumée s'élevait encore de la grande maison, ses murs blancs noircis, son toit affaissé vers l'intérieur comme un crâne enfoncé sous un poids invisible. L'air sentait la cendre, le sang et la mélasse brûlée, douce et amère. On trouva d'abord le corps du contremaître, sa porte encore entrebâillée, ses bottes toujours près du lit. La lanterne sur la table s'était consumée, sa mèche en boucle de fumée, son visage figé dans la surprise, son fouet toujours enroulé à son côté, inutile. Ceux qui le trouvèrent ne parlèrent pas. Ils détournèrent juste vite le regard, comme si la vue portait elle-même malédiction. Puis vinrent les ruines de la maison. La cendre couvrait les couettes, les portraits fondus en fantômes dégoulinants. Le lit du maître n'était plus qu'une squelette noircie, le matelas une carcasse fumante. La maîtresse gisait tordue, son hurlement encore gravé dans l'angle de sa mâchoire, mais aucun son de rester. Les enfants avaient survécu, traînés dehors par des domestiques, avant que les flammes ne les prennent. Leurs cris emplissaient la cour, aigus et brisés, mais personne ne se précipita pour les consoler. Même le chagrin semblait craindre de toucher la maison. La rumeur courut plus vite que le feu. À midi, la plantation la plus proche avait envoyé des hommes à cheval. Le soir venu, un cavalier portait la nouvelle en ville. Pyrogramme, un meurtre, un brasier, une vengeance née dans la canne. À la tombée de la nuit, l'histoire s'était déjà tordue. Certains disaient qu'une esclave s'était levée dans le silence et avait abattu son maître. D'autres disaient qu'ils étaient plusieurs, une bande d'ombre. Autres encore murmuraient que ce n'était pas un homme du tout, mais le jugement lui-même, marchant en forme humaine avec une hache. Les journaux imprimèrent leur version les jours suivants. Meurtre sauvage dans les champs de canne de Louisiane. Infernale insurrection d'esclaves réprimée par le feu. Les mots plièrent la vérité jusqu'à ce qu'elle casse. Aucun papier n'imprima le silence. Aucun papier ne parla du registre. Ils écrivirent la peur, non la mémoire. Ils ancrèrent l'avertissement, non la vérité. Dans les cases, des murmures passèrent de bouche en bouche comme des braises portées dans des mains creuses. Nul ne parlait à voix haute. Dire à l'acte tout haut était dangereux, lui donner voix. C'était inviter des chaînes plus serrées, des fouets plus cruels, des patrouilles plus dures. Mais le silence le portait tout de même. En silence, on raconta l'histoire. En silence, on se souvint.
On fit taire les enfants quand ils demandaient, mais plus tard, dans l'obscurité, les vieilles leur en soufflaient des bribes. Il était de pierre, chuchota-t-elle. Il était le silence lui-même. Les hommes hochaient la tête, sans rien dire, mais leurs yeux brillaient d'un éclat, une reconnaissance, une défiance tranquille. Chaque cicatrice dans leur dos semblait lancer un tressaillement au souvenir de ce qui avait été fait. Les voisins blancs chuchotaient aussi, mais leurs chuchotis étaient acérés de peur. Ils se rassemblaient dans les salons, parlant de vengeance, de loi, de châtiment, mais même eux ne prononçaient pas son nom, ils ne le connaissaient pas, ils n'avaient jamais jugé bon de le connaître. À présent, son anonymat devenait une ombre plus lourde que la vérité. Il était partout et nulle part. Il était le silence dans la canne. La nuit, on n'enchaîna plus court les chiens, on laissa brûler plus tard les lampes, on garda les fusils à portée de main. Les champs de canne, autrefois perçus comme profit, bruissaient désormais d'inquiétude. Chaque tige semblait plus haute, chaque ombre plus profonde. La terre elle-même paraissait hantée. Des hommes patrouillaient, mais leurs chevaux se cabraient au moindre bruissement des cannes, comme ça s'ils craignaient eux aussi le murmure de ceux qui y marchaient. Certains disaient qu'ils s'étaient enfuis dans les marais, qu'ils s'étaient fondus dans la mousse et la boue, devenant partie de la terre, intouchables. D'autres disaient qu'il avait marché vers le nord, sa hache dégoulinante encore, porté par le silence jusqu'à la liberté. D'autres juraient qu'il n'était jamais parti, que la nuit, quand le vent se levait, on le voyait dans les champs, hache en main, yeux sombres, registre au cœur, attendant que la prochaine dette réclame paiement. Les asservis le portaient autrement. Pas en peur, mais en respect. Il avait fait ce que le seul silence ne pouvait. Il avait parlé sans mots, il avait brisé le fouet, il avait brûlé la maison du maître par jugement. Il ne disait pas son nom, mais lorsqu'il se ployait dans la canne, lorsqu'il chantait bas, lorsqu'il fredonnait contre l'épuisement, il y avait quelque chose de neuf dans leur rythme. Un battement plus ferme, une note qui ne tremblait pas. Le fouet du contremaître fut décroché, mais personne ne le toucha. Il gisait comme un serpent mort dans la poussière, séchant au soleil. Nulle main ne le leva plus. Son silence pesait plus lourd que son claquement n'avait jamais pesé. La peur s'étendit, oui. Les maîtres craignaient la révolte, les citadins craignaient les ombres, les contremaîtres craignaient le silence. Mais avec la peur, autre chose grandit, plus discret, mais plus fort. Les asservis se regardèrent les uns les autres et virent le registre dans les yeux de chacun. Ils virent la patience, la mémoire, le silence affûté. Ils virent qu'un homme avait mené le livre à sa fin, et que d'être le pourrait aussi. Dans les champs, quand le vent soufflait, ce n'était plus seulement un chuchotis. C'était comme des pas, comme un souffle, comme une hache soulevée, en attente. Le silence était devenu présence. Le silence était devenu fantôme. La maison fut rebâtie des mois plus tard, ses murs neufs, peints plus clairs, ses fenêtres polies. Mais les murs gémissaient la nuit, plus fort qu'avant. Les poutres grinçaient, comme si elles se souvenaient des flammes. Nulle peinture ne put masquer les marques de brûlure dans l'esprit de ceux qui y vivaient. Des enfants grandirent en pointant les ombres, disant qu'ils entendaient des pas. Des femmes murmuraient qu'elles entendaient une hache s'enfoncer dans le bois alors que nulle main ne la tenait. Des hommes burent plus, dormirent moins, car le silence pressait plus fort. Et l'histoire courut plus loin que la paroisse, plus loin que l'État. Elle voyagea avec les voyageurs, les marchands, avec des chuchotis portés sur papier, à voix, sur le silence lui-même. À la fin de l'hiver, elle était devenue moins fait que légende. Et la légende pesait plus lourd. Le registre était fermé, l'homme partit, mais le silence n'en avait pas fini. Les années passèrent, mais la nuit de feu dans les champs de Cannes ne s'effaça pas. Le temps tenta de l'enterrer, comme il enterre tout, mais le silence ne se recouvre pas si aisément. Le silence s'infiltre. Le silence demeure. Le silence attend. Le nom de l'homme ne fut jamais écrit, les livres du maître ne l'enregistrèrent pas au-delà des chiffres, les journaux ne prirent pas soin de l'épeler. Mais dans les cases, dans les marais, dans les chuchotis qui s'accrochaient à la canne, son absence devint présence. Il n'était plus un seul homme. Il était une forme, un souffle, une hantise. Les chants eux-mêmes semblaient changer. Certaines nuits, quand le vent ployait la canne, on jurait entendre le son d'une hache fondant le bois,
pas fort, pas proche, mais faible, porté par le sifflement des lames vertes. Les enfants demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» et les mères les faisaient taire, posant un doigt sur leurs lèvres, ne murmurant que « Le silence marche ». Dans les églises, l'histoire changea de forme. Des prédicateurs craintifs et tremblants parlèrent d'un jugement drapé en chair humaine. Ils avertirent leurs fidèles que le péché apporte le feu, que la cruauté récolte. Certains osèrent dire que Dieu lui-même avait envoyé l'homme, silence enrobé de chair, pour équilibrer le registre. Les sermons se répandirent, et avec eux la peur et l'espoir. Les maîtres écrivirent des règles plus serrées, des chaînes plus lourdes, des châtiments plus durs. Mais rien de tout cela ne tua le chuchotis. Le fouet claqua plus fort, oui, mais il claqua sur des hommes qui se souvenaient que le silence pouvait fendre le bois, l'os, la maison, l'histoire, et nul claquement de fouet ne pouvait effacer cette mémoire. Des décennies plus tard, lorsque de nouvelles générations courbèrent le dos dans la canne, l'histoire était toujours là. Autour des feux, les anciens la racontaient par fragments. Il y eut une nuit. Il y eut un homme. La maison brûla. Il ne prononçait jamais son nom, car ce n'était pas son nom qui importait. C'était le silence qu'il portait. C'était le registre qu'il ferma. Certains jurèrent l'avoir vu en rêve. Un homme sans yeux, seulement des ombres. Un homme tenant une hache, qui dégouttait non de sang, mais du silence lui-même. Dans ses rêves, il ne frappait jamais, ne parlait jamais. Il se tenait seulement là, en attente, comme pour rappeler que le registre ne s'achève jamais vraiment. Autres affirmèrent qu'il marchait encore dans les champs de Cannes, bien que des décennies aient passé. Des cavaliers dirent avoir entrevu une silhouette au crépuscule, debout parmi les tiges, hache en main avant de se volatiliser comme fumée. Des enfants s'osaient l'une l'autre à errer dans les champs la nuit, et parfois ils revenaient pâles, jurant avoir entendu des pas derrière eux, alors qu'il n'y avait personne. L'histoire saigna au-delà de la Louisiane. Elle atteignit le Mississippi, la Géorgie, la Virginie. En chaque lieu, elle changea un peu, comme font les histoires, mais la racine demeura, le silence aiguisé en vengeance, la patience refermée en feu. Elle devint moins le récit d'une seule et davantage une légende de tous ceux qu'on avait réduits au silence, un fantôme porté par le vent. Même la terre semblait refuser d'oublier. La maison reconstruite ne garda jamais sa peinture. Les murs blancs s'écaillaient plus vite qu'ils n'auraient dû. Les volets claquaient même les nuits calmes. Des familles qui y vécurent ensuite jurèrent entendre des haches au loin, bien que personne ne travaillât la nuit. Certains fuirent, incapables de supporter le poids du silence poussant à travers leurs murs. La plantation changea de main encore et encore, sans jamais échapper à l'écho. Et dans les champs de canne, où jadis les champs de travail tremblaient bas, une note nouvelle montait parfois. Elle n'était pas chantée fort, pas criée, mais fredonnée, profonde, stable, portant le rythme d'une hache. Les hommes courbaient le dos, les femmes levaient leurs paniers, les enfants portaient l'eau, et sous tout cela, le silence chantait en mémoire. La histoire tenta de l'inscrire comme crime. Les journaux ancrèrent des mots comme meurtre, insurrection, acte sauvage. Mais les asservis l'ancrèrent autrement, non sur le papier, mais dans l'air, dans le silence, dans la mémoire. Pour eux, ce n'était pas crime, mais justice, pas soulèvement, mais réponse, pas sauvage, mais sacré. Ainsi l'histoire devint deux histoires. L'une écrite, froide, précise, craintive, l'autre non écrite, chaude, chuchotée, hantée. L'histoire écrite jaunissait avec le temps, celle chuchotée tenait bon. Aujourd'hui encore, les champs de canne de Louisiane la portent. Des visiteurs parcourent les rangs, écoutant des guides parler d'histoire, de sucre, de travail. Mais ceux qui s'arrêtent, ceux qui ferment les yeux, ceux qui écoutent avec plus que des oreilles, l'entendent toujours. Le bruissement de la canne n'est pas seulement le vent, c'est le silence qui bouge, un registre qui se ferme, une hache qui se lève. La légende ne s'achève pas, elle attend. L'homme qui se leva dans le silence en 1829 n'est pas seulement passé, il est présence, écho, rappel. Il est le souffle retenu dans la gorge quand le vent se lève soudain. Il est le gémissement du vieux bois dans les maisons trop fières pour oublier. Il est le silence avant que quelqu'un n'ose dire vrai. Et quelque part, dans le silence de la nuit, la hache attend encore,